Chapitre 6. Associez vos auditeurs. À votre exposé. La célèbre conférence de Russell Conwell, Chant de Diamant, a été donnée près de 6000 fois. Vous pourriez penser qu'une causerie si souvent répétée était devenue stéréotypée, que le ton ou les mots ne changeaient plus. Ce n'était pas le cas. Le docteur Conwell savait que ses auditoires étaient différents. Il avait compris qu'il devait faire sentir à chaque public que la conférence lui était spécialement destinée. Comment parvenait-il chaque fois à obtenir ce contact entre le conférencier et les auditeurs? Je visite toujours la ville où je dois parler avant de le faire, écrit-il, et j'essaie d'arriver assez tôt pour pouvoir rencontrer le facteur, le coiffeur, le directeur de l'hôtel et le pasteur. Je vais dans les magasins et parle avec les gens pour connaître leurs problèmes et leurs expériences. Puis je parle dans ma conférence des sujets qui intéressent ce public particulier. Le docteur Conwell savait que pour qu'il y ait communication, l'orateur doit intégrer l'auditoire dans sa conférence. Aussi, n'avons-nous aucun texte définitif de « Chant de Diamant », qui est pourtant une des conférences les plus courues qui ait jamais été donnée. Grâce à sa parfaite connaissance de la nature humaine et sa méthode de minutieuse préparation, le docteur Conwell ne fit jamais deux fois la même conférence, bien qu'il se fût adressé près de 6000 fois à des auditoires différents sur le même sujet. Profitez de son exemple. Préparez toujours vos interventions en tenant compte de l'auditoire. Voici quelques règles simples qui vous aideront à établir le contact avec votre public. Premièrement, parlez à vos auditeurs de ce qui les intéresse. C'est exactement ce que faisait le docteur Conwell. Il émaillait sa conférence d'exemples locaux. Il intéressait ses auditeurs parce qu'il leur parlait de leurs problèmes. Pour maintenir le contact avec le public, parlez à vos auditeurs de ce qui les intéresse le plus, c'est-à-dire eux-mêmes. Eric Johnston, ancien président de la Chambre de commerce des États-Unis, qui préside actuellement une importante firme de cinéma, applique cette technique dans presque toutes ses conférences. Voyez comment il a mis en valeur les préoccupations locales dès le début de son allocution à l'Université d'Oklahoma. Citoyens d'Oklahoma, vous connaissez bien les oiseaux de mauvais augure. Vous n'avez pas à chercher loin pour vous rappelez qu'ils essayèrent de rayer l'Oklahoma de la carte, sous prétexte que cet État était sans ressources. Aux environs de 1930, tous les défaitistes conseillaient d'éviter l'Oklahoma à moins d'y venir avec son ravitaillement. Ils voyaient l'Oklahoma devenir un désert où rien, désormais, ne pourrait pousser. Mais en 1940, l'Oklahoma était devenu un jardin dont vous pouvez vous enorgueillir. Comme dit le poète, le blé ondoyant en baume quand le vent souffle après la pluie. En une courte décennie, le désert s'est mué en champ fertile. Voilà l'œuvre de votre foi et d'un risque calculé. Parce que le passé aide à mieux comprendre le présent, j'ai consulté les numéros de 1901 du Daily Oklahoman pour préparer ma conférence. Je cherchais des exemples de la vie dans cette région, il y a 50 ans. Que ai-je découvert? Que tout était orienté vers l'avenir. L'accent était mis sur l'espoir. Cet exemple illustre bien la recommandation. Parlez à votre auditoire de ce qui l'intéresse. Eric Johnston a évoqué les risques calculés qu'avaient pris autrefois les habitants de l'Oklahoma. Il leur a fait sentir que son allocution était faite spécialement pour eux. Tout auditoire est sensible à l'orateur qui s'intéresse à lui. Demandez-vous comment vos connaissances aideront vos
Auditeurs à résoudre leurs problèmes et à atteindre leur objectif. Puis présentez vos solutions et vous aurez toute leur attention. Si vous êtes comptable et que vous débutiez. Ainsi, je vais vous montrer comment réduire de 12% votre revenu imposable, ou si vous êtes juriste et expliquer comment faire un testament, vous êtes certain d'intéresser. Il y a sûrement quelque chose dans vos connaissances qui pourra aider quelqu'un. Comme on lui demandait un jour ce qui intéressait les lecteurs, Lord Northcliffe, célèbre journaliste anglais, répondit eux-mêmes. Il a bâti son empire journalistique sur cet axiome. Dans son livre Mind in the Making, James Harvey Robinson dit que la rêverie est faite de nos pensées spontanées favorites. Il ajoute que nos idées suivent librement leur cours et que celui-ci est déterminé par nos espoirs et nos craintes, nos désirs spontanés, leur accomplissement ou leur anéantissement par ce que nous aimons et ce que nous détestons, par nos passions et nos haines. Rien ne nous intéresse plus que nous-mêmes. Harold Dwight, un de nos animateurs de Philadelphie, fit une intervention très appréciée au dîner qui clôturait un de nos stages. Il nomma toutes les personnes présentes, l'une après l'autre, disant comment chacune parlait au début et les progrès qu'elle avait réalisés. Il rappela leur causerie, il parodia certaines, si bien que tout le monde s'amusa et fut enchanté. Il ne pouvait échouer, c'était le sujet idéal. Rien n'aurait pu intéresser autant un groupe. Harold Dwight connaissait la nature humaine. Il y a quelques années, j'ai écrit une série d'articles pour American Magazine et j'ai pu bavarder avec John Siddall qui dirigeait la rubrique du courrier des lecteurs. Les gens sont égoïstes, me dit-il. Ils s'intéressent surtout à eux-mêmes. Ils se préoccupent peu de savoir si le gouvernement doit nationaliser les chemins de fer, mais ils veulent savoir comment réussir, gagner davantage d'argent, se maintenir en bonne santé. Si j'étais rédacteur en chef de ce journal, je leur dirais comment soigner leurs dents, comment se faire une situation, acheter une maison, diriger leur personnel, éviter les fautes de grammaire, etc. Les lecteurs sont toujours intéressés par les histoires vécues. Ainsi, je demanderai à un homme riche d'expliquer comment il a fait fortune. Je ferai appel à des banquiers et à des industriels pour qu'ils racontent comment ils ont fait leur chemin. Peu après, il devint effectivement rédacteur en chef. La revue avait alors une diffusion médiocre. Siddall appliqua les idées qu'il avait exposées et le résultat fut stupéfiant. Le tirage passa de 200 000 à 3, 4, 500 000. Il apportait au public ce qu'il voulait. Bientôt, la revue eut 1 million de lecteurs, puis 1,5 million et 2 millions par mois. Elle ne s'arrêta pas en si bonne voie et continua de progresser. Siddall avait su parler à ses lecteurs de ce qui les intéressait. Quand vous vous adresserez à un groupe, pensez qu'il vous écoutera dans la mesure où vos paroles le concerneront. Si vous ne tenez pas compte des préoccupations personnelles des gens, vous risquez d'avoir un auditoire qui bâillera d'ennui, regardera sa montre et la porte de sortie. Deuxièmement, faites des compliments sincères. Toute assemblée est faite d'individus et chacun réagit comme tel. Si vous la critiquez, chacun se sent visé. Complimentez-eux sur un fait qui mérite la louange, leur cœur vous sera ouvert. Cela vous demandera de la réflexion. Une phrase comme « Je m'adresse au plus intelligent des auditoires » ne prend pas, c'est une basse flatterie.
Chauncey Monsieur de Pew a dit fort justement, parler au public de quelque chose qui le concerne, dont il ne pensez pas que vous ayez connaissance. En voici un exemple, s'adressant un jour aux membres du club des Kiwani de Baltimore, un orateur n'avait rien trouvé de spécial sur leur club, si ce n'est que l'un de ses membres avait été président du Kiwani International et un autre administrateur de ce même Kiwani International. Ce n'était pas une information bien sensationnelle pour les membres du club, aussi s'efforça-t-il de la présenter de façon originale. Il commença donc ainsi, le Kiwani Club de Baltimore n'est qu'un club parmi 101 898. Les auditeurs se regardèrent. Manifestement l'orateur se trompait puisqu'il n'y avait que 2897 clubs Kiwani dans le monde. Mais le conférencier poursuivit. Oui, même si vous ne le croyez pas, votre club, au moins mathématiquement, ne représente qu'un club sur 101 898. Je ne dis pas sur 100 000 ou sur 200 000, mais sur 101 898. En effet, le Kiwani International n'a que 2897 clubs. Eh bien, celui de Baltimore a eu un président et un membre fondateur du Kiwani International. Mathématiquement, les chances des clubs Kiwani d'avoir à la fois un ancien président et un membre fondateur sont de 1 sur 100 à 1898, j'en suis sûr car j'en ai fait faire le calcul par un agrégé de mathématiques. Soyez toujours sincère à 100%. Une déclaration douteuse peut éventuellement tromper un auditeur, mais pas un auditoire. Cette assemblée hautement intelligente. Cette réunion exceptionnelle de beauté et d'élégance. Je suis heureux d'être ici car je vous aime tous. Non. 1000 fois non. Si vous ne pouvez vous montrer sincère, ne dites rien. Troisièmement, identifiez-vous à votre auditoire. Dès que possible, de préférence dès les premiers mots, dites ce qui vous unit à votre public. Si vous pensez être honoré d'avoir été invité à prendre la parole, dites-le. Quand Harold Macmillan s'adressa aux diplômés de l'université de Pau, dans l'Indiana, il établit la communication dès la première phrase. Je vous suis reconnaissant de vos aimables paroles de bienvenue, dit-il. Pour un Premier ministre de Grande-Bretagne, être invité par votre grande université est exceptionnel. Mais je pense que mes fonctions ne sont pas là seule, ni peut-être même la principale raison qui me vaut cette invitation. Puis il mentionna que sa mère était américaine, née dans l'Indiana, et que son grand-père avait été l'un des premiers diplômés de l'université. Je puis vous assurer que je suis fier d'avoir des attaches avec l'université de Pau, et je suis heureux de renouer avec une vieille tradition familiale. Vous pouvez être certain que la référence de Monsieur Macmillan à une école américaine, à la vie américaine de sa mère et de son grand-père, lui valut immédiatement des amis. Une autre façon d'établir le contact est de citer le nom de personne de l'assistance. Je me suis trouvé une fois assis à côté de l'orateur principal d'un banquet, et je fus étonné de la curiosité qu'il manifestait envers plusieurs personnes. Pendant tout le repas, il ne cessa de questionner l'organisateur, demandant le nom du monsieur en bleu à cette table ou celui de la dame avec un chapeau à fleurs. Quand il prit la parole, j'en compris la raison, il glissa très adroitement dans son allocution les noms qu'il venait d'apprendre. Je pus voir un plaisir manifeste sur le visage de ceux dont le nom avait été cité, et je sentis la sympathie de l'auditoire acquise à l'orateur par cette méthode. Voyez comme Frank Pace Jr. Président de la General Dynamics Corporation,
su à l'aide de quelques noms. Communiqué de façon très appréciée. C'était au cours du dîner annuel de l'association Religion dans la vie américaine à New York. Cette soirée a été pour moi agréable et intéressante. D'abord, j'ai le plaisir de retrouver ici mon propre pasteur, le révérend Robert Appleyard. Par ses paroles, ses actes et ses conseils, il a toujours été un guide pour moi, ma famille et toute notre congrégation. Ensuite, être assis entre Lewis Strauss et Bob Stevens, deux hommes dont l'intérêt pour les questions religieuses se double d'un intérêt pour les questions sociales, voilà qui me procure une grande joie. Une mise en garde cependant, si vous devez employer des noms étrangers que vous venez d'apprendre, veillez à les prononcer correctement. Ne les utilisez que d'une manière favorable et avec modération. Une autre méthode pour maintenir l'attention de votre auditoire est d'employer le « vous » ou le « nous » de préférence à « il ». De la sorte, l'auditoire est en éveil. Puisqu'il est concerné, ce point ne doit pas échapper à celui qui veut être écouté. Voici un extrait d'un exposé sur l'acide sulfurique, fait par un de nos participants de New York. L'acide sulfurique vous est utile de nombreuses façons. 100. Acide sulfurique, plus de voitures car il est utilisé dans le raffinage de l'essence, sans lui pas d'électricité pour éclairer votre bureau ou votre appartement. Le robinet nickelé que vous tournez pour faire couler votre bain requiert de l'acide sulfurique dans sa fabrication. Votre savon est composé d'huile ou de graisse qui ont été traités par l'acide sulfurique. Cet acide est encore indispensable pour fabriquer les poils de votre brosse à cheveux et de votre peigne en celluloïde. Il a servi à décaper votre rasoir lors de sa fabrication. Lorsque vous prenez votre petit déjeuner, l'acide sulfurique est encore présent, il entre dans la fabrication de votre tasse et de votre soucoupe. Si elles ne sont pas blanches, il est nécessaire pour argenter votre cuillère, votre couteau et votre fourchette et ainsi de suite. Toute la journée vous rencontrez l'acide sulfurique sous différentes formes. Allez où vous voudrez, vous ne pourrez échapper à son influence. En utilisant le « vous » habilement et en impliquant ainsi ses auditeurs dans le tableau qu'il décrivait, cet homme a obtenu une attention soutenue. Dans certains cas, cependant, l'emploi du « vous » est dangereux, car il crée une barrière plutôt qu'un pont et peut donner l'impression de parler de « oh ». Il est alors préférable de dire « nous » au lieu de « vous ». Le docteur W.W. Bauer, directeur de la santé publique de l'Association médicale américaine, emploie cette technique à la radio ou à la télévision. Nous désirons tout savoir. Comment choisir un bon docteur, n'est-ce pas? Or, si nous voulons qu'il nous rende les meilleurs services, nous devons apprendre à être de bons malades. Quatrièmement, dialoguer avec votre auditoire. N'avez-vous jamais pensé que vous pouviez avoir un auditoire suspendu à vos lèvres avec un peu de mise en scène? Si vous faites appel à un auditeur pour vous aider à démontrer un argument, expliquer une idée, vous serez récompensé par une nette recrudescence d'attention. L'auditoire forme un groupe dont chaque membre se sent concerné lorsque l'un d'eux entre dans le jeu de l'orateur. Si un mur semble séparer l'intervenant du reste de la salle, faire participer l'auditoire est un excellent moyen d'abattre ce mur. Je me souviens d'un conférencier qui donnait des précisions sur la distance nécessaire à une voiture pour s'arrêter après freinage. Il pria un auditeur du premier rang de l'aider à démontrer que cette distance varie avec le carré de la vitesse de la voiture. La personne désignée prit l'extrémité d'un
Décamètre métallique et lamina dans l'allée, une douzaine. 2 mètres plus loin, où elle s'arrêta sur un signe de l'orateur. Je ne pus m'empêcher de remarquer combien la salle participait à l'expérience. Le décamètre servait non seulement à illustrer, mais constituait aussi une ligne de communication entre l'orateur et le public. Sans cette petite mise en scène, les auditeurs auraient peut-être continué à penser au dîner ou au programme de la télévision. Un de mes moyens préférés pour obtenir la participation du public consiste simplement à poser des questions et à obtenir des réponses. J'aime faire lever l'auditoire et lui faire répéter une phrase après moi, ou bien faire lever la main des auditeurs en réponse à mes questions. Percy H. Whiting, dont le livre Comment mettre de l'humour dans vos paroles ou dans vos écrits contient quelques excellents conseils sur cette participation, suggère de faire voter les auditeurs ou de les inviter à résoudre un problème. Mettez-vous dans l'esprit, dit Whiting, qu'un discours n'est pas une récitation. Il doit obtenir une réaction de l'auditoire, l'associer à l'entreprise. J'aime cette appellation du public, une associé à l'entreprise. Si vous savez faire participer l'auditoire, vous en ferez un associé. Cinquièmement, soyez modeste. Naturellement, rien ne remplacera la sincérité dans les relations orateur-public. Norman Vincent Peale donna un jour un conseil très utile à un pasteur qui avait du mal à soutenir l'attention de ses fidèles quand il prêchait. Il lui demanda de s'interroger sur ses sentiments envers la congrégation à laquelle il s'adressait le dimanche matin. Les mails? Voulait-il l'aider? La croyait-il intellectuellement inférieure? Le révérend Peale affirme qu'il ne monte jamais en chair sans éprouver un vif sentiment de fraternité pour les hommes et les femmes qu'il a devant lui. L'auditoire a vite fait de jauger l'orateur qui se croit supérieur sur le plan intellectuel ou social. Un des meilleurs moyens de se faire aimer du public est de se montrer modeste. Edmund S. Muskie, alors sénateur du Maine, en donne l'exemple dans une allocution adressée à l'association américaine du barreau, à Boston. Je prends la parole ce matin avec beaucoup d'appréhension. D'abord, je suis conscient de la valeur professionnelle de cette assemblée et je crains de livrer mes modestes talents à vos critiques. En second lieu, c'est une réunion matinale, c'est-à-dire au moment où il est presque impossible d'avoir l'esprit parfaitement éveillé, et un échec peut être fatal à un homme politique. Enfin, il y a le sujet, l'influence que les controverses ont eu sur ma carrière d'homme politique. Tant que je ferai de la politique, il y aura divergence d'opinion chez mes électeurs pour savoir si cette influence a été bonne ou maintenir après plusieurs années, et ce n'est pas un homme de télévision, mais un journaliste. Il ne survit à cette âpre compétition que parce qu'il ne prétend pas être différent d'eux. Ce qu'il est, un amateur. Certaines de ses manies auraient pu être un handicap pour quelqu'un ayant moins de charme naturel. Il se tient le menton, hausse les épaules, tortille sa cravate, trébuche sur les mots, mais ses défauts ne le desservent pas trop. Il ne s'irrite pas lorsqu'on le critique. Et même, chaque année, il se fait singer par un imitateur de talent. Ed Sullivan en rit comme tout le monde. Il accepte la critique, et ses spectateurs lui en sont reconnaissants. Le public aime l'humilité. Il n'aime pas les poseurs. Henry et Dana Lee Thomas, dans leur livre biographie des leaders des différentes religions, disent de Confucius, il n'essayait jamais d'éblouir les gens par ses connaissances. Il
Essayez simplement de les éclairer avec sympathie. Si nous avons de la sympathie pour nos auditeurs, nous aurons en même temps la clé de leur cœur. Mauvaise. Face à ces incertitudes, je me sens comme un moustique dans un camp de nudistes, je ne sais par où commencer. Après cet exorde, le sénateur fit une belle allocution. Adlai Stevenson se fit aussi modeste lors d'un discours à l'Université du Michigan. Il commença ainsi. Mon sentiment d'insuffisance en cet instant me rappelle la réflexion de Samuel Butler à qui on demandait que faire pour tirer au maximum parti de la vie. Il répondit à peu près ceci. Comment le saurais-je? Je ne le sais même pas pour le prochain quart d'heure. C'est ce que j'éprouve. La meilleure manière de heurter votre auditoire est de lui faire sentir que vous pensez lui être supérieur. Quand vous parlez en public, vous êtes comme dans une vitrine et tout. Les aspects de votre personnalité sont déployés. La moindre marque de vantardise est dangereuse, alors que la modestie suscite la confiance et la sympathie. Vous pouvez être modeste sans vous excuser. Votre auditoire vous respectera si vous reconnaissez vos limites et si vous vous montrez résolu à faire de votre mieux. Aux États-Unis, le monde de la télévision est impitoyable. Chaque année, des vedettes tombent, victimes d'une concurrence féroce. Ed Sullivan est un des rares à ceux